Je suis la directrice de l'association e-Enfance. Donc, on est une association reconnue d'utilité publique qui a été créée il y a 11 ans maintenant et qui est agréée par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, elle a été créée en 2005 pour la protection des mineurs sur Internet. Il faut savoir qu'en 2005, l'Internet n'était pas du tout celui d'aujourd'hui et que d'ailleurs en 2005, je ne vous aurais absolument pas parlé de cyberharcèlement. En 2005, l'Internet c'était un média qu'on regardait un peu comme la télé, on allait chercher de l'information. Il a commencé à avoir des messageries avec MSN quelques années plus tard, mais ça restait quand même dans un seul sens plus ou moins. À partir de 2009, grosso modo, Facebook est arrivé en France, Facebook est le premier réseau social et donc effectivement on est passé d'un internet où les risques pour les enfants étaient ce qu'ils pouvaient côtoyer en spectateurs, donc c'était des images pornographiques, c'était de la violence, c'était éventuellement des prédateurs sexuels sur les messageries. On en est arrivé à partir de 2009 grosso modo à ce qu'on appelle le cyberharcèlement, c'est-à-dire la faculté que les adolescents ont eu de se faire du mal entre eux. C'est-à-dire que le danger, le risque numéro un pour les adolescents aujourd'hui, ce ne sont pas des prédateurs sur Internet, ce ne sont pas des images, en tout cas c'est pas celles qui viennent de l'extérieur, c'est la façon qu'ils ont entre eux d'utiliser ces réseaux sociaux pour se malmener d'une façon ou d'une autre. Pour la petite histoire, c'est un peu intrinsèque des réseaux sociaux. Alors vous n'avez pas tous la même génération, il y a quelque chose que je vais dire que pour certains sont évidents et pour d'autres moins, je m'excuse d'avance. Donc il faut savoir que Facebook effectivement est né d'emblée avec cette idée en réalité d'être un peu utilisé comme ça, puisque Mark Zuckerberg qui avait créé Facebook l'a fait au départ pour se venger d'une petite copine qu'il avait délaissée et pour après aller dire nous veut toute la fac quelle était la plus belle ou la plus moche. On est un peu là-dedans. On n'a pas beaucoup évolué, sauf qu'il y a beaucoup d'autres réseaux sociaux qui sont nés et que ça continue à servir à ça. Donc, pour certains, c'est un peu dans l'ADN des réseaux sociaux de servir à ça. Donc voilà comment on en est parti d'un Internet périlleux pour l'enfant à maintenant leur apprendre à comment ne pas être eux-mêmes des dangers pour eux et pour les autres. On est agréé par le ministère de l'Éducation nationale parce que on fait de l'éducation numérique pour les jeunes. Donc en fait, on intervient dans les établissements scolaires à leur demande, au primaire, au collège, au lycée, dans les classes devant les élèves, pour leur transmettre un certain nombre de bons réflexes à avoir sur l'utilisation du numérique. Alors il faut savoir que l'utilisation du numérique aujourd'hui, on a du mal à échapper à l'activité en ce moment, on nous demande aussi de faire de la prévention, par exemple, à l'endoctrinement radical, c'est-à-dire dans nos messages de prévention qu'on donne aux jeunes, d'essayer de leur expliquer aussi que c'est un outil qui sert à l'endoctrinement. Alors, vous, ça ne vous achètera pas, ça paraîtra sans doute assez évident que finalement un endoctrinement radical, c'est pas très différent d'un phénomène d'emprise sectaire ou d'un prédateur sexuel, qui finalement est dans la même logique un peu de la manipulation, d'obtenir quelque chose du jeune. Et je dirais que finalement notre mission première, si vraiment il n'y en avait qu'une seule, c'est celle-là, c'est d'essayer d'expliquer aux jeunes quelle intention peut y avoir derrière un contenu, une image, un propos qu'il y a sur Internet, qui est l'auteur, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est l'intention et pourquoi c'est fait, et qu'est-ce qu'il peut éventuellement avoir comme intention de provoquer chez lui comme acte. Donc comme je vous l'ai dit, on intervient auprès des élèves, mais aussi des parents, parce que qui équipe les enfants quand sont les parents si les parents n'achetaient pas un ordinateur, une tablette, un téléphone à leur enfant, ils n'auraient pas. Donc comme c'est eux qui leur achètent, c'est très bien que ce soit eux qui, au moment où ils les équipent, leur transmettent des messages de prévention, d'éducation. On a affaire aujourd'hui à un grand fossé générationnel, puisqu'effectivement les parents n'ont pas eu ces outils-là quand ils étaient enfermés ados, donc ils ont un peu de mal à transmettre des bons réflexes à leurs enfants parce qu'ils ne se représentent pas ce que c'est qu'une vie numérique d'adolescent aujourd'hui. Donc je dirais qu'aujourd'hui on comble un peu ce décalage qu'il y a entre les générations, historiquement tendance à disparaître puisque les nouveaux parents d'aujourd'hui commencent déjà à être un peu numérisés, et puis d'autres ça aussi, donc on devrait avoir de moins en moins à le faire. Mais pour l'instant, on est quand même obligé de faire ce pont-là. On fait deux choses, on leur explique concrètement à quoi ressemble un univers numérique d'un jeune, en leur montrant concrètement qu'est-ce que c'est qu'un profil Facebook, qu'est-ce qu'ils y font. Enfin, je dis Facebook, hein, je ne peux pas en parler que de ça, mais c'est un peu le mot générique des réseaux sociaux.
Mais on les rassure aussi sur le fait que finalement, bien se comporter sur Internet, c'est bien se comporter en général, et qu'ils sont tout à fait capables, en tant que parents, de transmettre un certain nombre de principes de bon comportement qu'il faut juste essayer de mettre en place sur les réseaux sociaux. Donc on essaye de les rassurer dans leurs compétences parentales, juste en leur donnant après un langage et une visualisation plus concrète, et puis de leur donner quelques outils comme le contrôle parental, des choses comme ça qui permettent d'être des outils de soutien pour eux à encadrer la pratique des jeunes, parce qu'il faut savoir effectivement pour les parents, le problème numéro 1 qu'ils ont, c'est le temps que passent leurs enfants sur ces outils-là et comment le gérer, comment l'encadrer. Ce qu'ils y font exactement, ils ne s'en rendent pas forcément compte, donc ils ne mesurent pas nécessairement les risques qu'ils y courent, mais en tout cas ce qui les pollue beaucoup dans leur vie familiale, c'est le temps que ça prend dans la vie familiale et à quel point ça parasite en permanence les échanges, la présence, la participation à un certain nombre d'activités, sans parler des devoirs ou autres. Et puis on intervient aussi auprès des professionnels, comme vous, ce soir. Mais c'est aussi des professionnels d'abord du champ éducation nationale, c'est-à-dire des professeurs, des infirmières scolaires, des psychologues scolaires, et puis ça peut être du champ sanitaire et social, des éducateurs, on intervient aussi dans des familles d'accueil, enfin tous les lieux finalement qui accueillent des enfants, des adolescents, et donc dans lesquels le numérique intervient, perturbe leur pratique, en tout cas interfèrent à un moment ou à un autre, et ils vont bien obligés de s'en préoccuper, et ils ont un peu de mal à savoir un peu ça ressemble au numérique d'un jeune, et comment ils peuvent se positionner, qu'est-ce qu'on a un truc le droit de faire, pas de faire, est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas. Donc c'est un peu les trois publics qu'on côtoie. Et puis on a un numéro vert, Net Écoute, 0800 200 000, qui est un numéro qu'on opère avec le soutien de la Commission européenne, qui a prévu que dans tous les pays il doit exister un numéro du même genre, qui est ouvert pour les professionnels, les parents, les ados, où ils peuvent nous appeler en cas de confrontation à un problème, mais aussi éventuellement pour des conseils de prévention. La valeur ajoutée de ce numéro vert, c'est d'abord qu'il est préparé enfant, c'est-à-dire que c'est vraiment notre spécialité, c'est les pratiques numériques des jeunes, on ne fait pas autre chose, et on fait ça depuis 10 ans, donc on a une vraie expertise là-dessus. Et on a des accords privilégiés avec les réseaux sociaux, puisque, pareil, fort de notre pratique depuis des années, on travaille vraiment main dans la main avec les réseaux sociaux. Donc on travaille avec Facebook, on travaille avec YouTube, avec Google, on travaille avec Twitter, on travaille avec Ask, on travaille avec Instagram, parce que ça appartient à Facebook maintenant, avec tous ces réseaux sociaux-là. Et on est comme un tiers de confiance auprès d'eux, c'est-à-dire que quand un cas de cyberharcèlement nous est signalé sur la plateforme Net Écoute, une fois qu'on a effectivement entériné un certain nombre d'éléments qui nous permettent de vraiment valider que c'est du cyberharcèlement et que la personne qui nous appelle est bien cyberharcelée, on transfère le cas au point de contact qu'on a chez ces différents réseaux sociaux et vraiment dans les 2 heures qui suivent, on peut supprimer un profil harceleur, un contenu incriminé. C'est une vraie force, une vraie valeur ajoutée qu'on a. Et voilà, qu'on est au service effectivement des gens qui nous appellent, pouvoir accélérer les processus, parce que c'est vrai que le problème des réseaux sociaux, c'est que je savais que ça allait être une question. Mais c'est ce qui différencie du 30-20 pour le harcèlement. Le harcèlement. Alors en fait, on est partenaire de l'éducation nationale effectivement avec le 30-20. Le 30-20, c'est le stop harcèlement, c'est sur le harcèlement classique. Et le 0800 200 000, c'est sur le cyberharcèlement. Puisque le 30-20, qui est donc le numéro stop harcèlement de l'éducation nationale, c'est pour signaler des cas de harcèlement, je dirais classique, dans le cadre de l'éducation nationale, et en réalité ce sont des cas qui sont ensuite transférés aux référents harcèlement, qui sont dans chaque académie, et qui se chargent de ces problèmes-là, et qui sont un peu comme un médiateur, et qui vont entrer en contact avec l'établissement. Nous, à l'inverse, on va traiter l'aspect cyber du harcèlement, donc du coup là où ça se passe, donc plus à l'Éducnat, mais sur les réseaux sociaux, et donc on va transmettre les cas au réseau social dans lequel c'est opéré pour faire en sorte que les manifestations en ligne du harcèlement soient supprimées le plus vite possible. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on est un utilisateur lambda où effectivement on signale et puis on ne sait pas trop où ça part et on n'a pas de réponse. Et voilà. Donc c'est voilà, donc ça pour le coup c'est vraiment un numéro que vous pouvez prendre pour vous et donner à vos patients. Enfin voilà, c'est un numéro sur lequel on peut vraiment avoir une utilité pratique. Donc c'est un peu nos 2 leviers, la prévention et aussi l'aide concrète. Bon, ça c'est des chiffres effectivement de pratique pour que vous ayez une idée, ce qui ne se représente pas nécessairement.
de la vie numérique des jeunes aujourd'hui. Bon, en réalité de leur vie tout court, hein, parce qu'elle est quand même tout autant numérique qu'autre chose. Ils ont du mal à voir quelque chose, le faire, le vivre sans le partager d'emblée. Alors je ne sais pas si je peux reculer pour qu'on voit plus précis. Oh non. Non, il faut tourner. Je ne sais pas, enfin bref. C'est pour qu'il ne soit pas tendu. Le tendu rentre, ça fait grave. Il faut carrément reculer maintenant. Ouais. Non, mais on peut le mettre sur cette table-là, carrément. Ah, ça va, d'accord. Elle est là. Et donc le temps qui passe sur les écrans, donc pour les 13, comme vous voyez, pour les 13-19 ans, ils en arrivent à passer, effectivement, soi-disant calculé, 13h30 par semaine sur Internet. Globalement, c'est largement sous-évalué parce que si vous comptez le temps qu'ils passent juste à regarder le téléphone, ils passent quand même un temps conséquent. Et puis par famille, globalement, on considère qu'il y a par enfant même 5 écrans qu'ils utilisent régulièrement si vous mettez l'ordinateur, la console du jeu, le smartphone, la télévision, la tablette. Il faut savoir que la tablette a rajeuni massivement les usages. Alors depuis l'arrivée de la tablette, les enfants de plus en plus petits sont sur les réseaux sociaux, les écrans et Internet en général. Et ça a vraiment été un vrai levier massif de consommation puissant. Bon, le smartphone évidemment. Sachant que, un peu mécaniquement, les parents, dès que leur enfant rentre en 6e, se sentent absolument obligés de jeter un smartphone à leur enfant. C'est plus un téléphone, c'est un smartphone. Donc effectivement, ils ne réalisent pas nécessairement qu'au moment où ils offrent un téléphone à leur enfant, ils ouvrent Internet, les applications, les réseaux sociaux. Et il y a un gros malentendu. En général, les parents achètent le smartphone à leur enfant en 6e en leur disant comme ça, si tu arrives quoi que ce soit, tu vas pouvoir m'appeler. Or, il faut savoir que l'enfant n'a jamais utilisé ce téléphone pour appeler son parent, que même quand le parent va l'appeler, il ne va jamais répondre. En revanche, il va communiquer à 2000% avec ses copains, et donc les parents vont dire mais je ne comprends pas, tu réponds à etc. et tout, et donc dès c'est trop tard, avec le parent, c'est une cause de conflit, mais en revanche, il va être hyper communicant et hyper socialisé avec ses copains, et donc c'est un peu l'aventure, le malentendu qui commence. Alors sur les réseaux sociaux, théoriquement, un réseau social n'est ouverte à partir de 13 ans. C'est la règle. Pareil, c'est la règle qui a été créée par le premier des réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook. En réalité, la règle a été créée pour des raisons purement légales. C'est qu'aux États-Unis, il y a une réglementation qui s'appelle la réglementation COPPA qui stipule que pour collecter des données personnelles d'un mineur de moins de 13 ans, il faut l'accord explicite des parents. Donc Facebook n'a pas eu envie de s'embarrasser de ça au moment où ils l'a créé, puisque le but c'est d'avoir très rapidement beaucoup d'abonnés. Donc ils se sont dit que c'est à partir de 13 ans, parce qu'à contrario, à partir de 13 ans, on peut collecter les données personnelles des mineurs sans avoir l'accord explicite des parents. Donc c'est pour ça que c'est ouvert à partir de 13 ans, et globalement les réseaux sociaux ont tous suivi ce pas. Maintenant il faut savoir que majoritairement aujourd'hui, les enfants s'inscrivent avant 13 ans. Donc pour beaucoup dès l'âge de la 6e, pareil, de 11 ans, ils vont s'inscrire sur les réseaux sociaux. Facebook le premier parce que c'est plus accessible. Et majoritairement avec le consentement des parents. Donc ils ne le font pas derrière leurs parents. Les parents sont tout à fait au courant du fait que leur enfant s'inscrit avant 13 ans, donc en mentant sur leur âge, parce que la seule façon de s'inscrire sur Facebook avant 13 ans, c'est de mentir sur l'âge. Donc quand on vous demande votre date de naissance, on va changer l'année. Et donc pour Facebook, vous avez 2, 3, 4, 5 ans de plus. Le problème, c'est qu'ils vont avoir aussi 18 ans pour Facebook plutôt que leur vrai 18 ans, et que donc Facebook va les considérer comme un adulte avant qu'ils aient 18 ans, et que donc ils ne vont plus bénéficier beaucoup plus tôt que leur majorité de paramétrage malgré tout protecteur qui peut exister sur les réseaux sociaux pour les mineurs, notamment en termes de paramétrage par défaut sur le fait d'avoir un profil plus ou moins visible par l'extérieur, et puis tout simplement aussi pour ce qu'on a dit tout à l'heure en ce qui me concerne, mais pour être googlisé, c'est-à-dire quand vous googlisez quelqu'un, vous avez souvent le profil Facebook qui arrive en premier. Normalement, pour un mineur, vous ne pouvez pas le retrouver son profil Facebook en googlisant. Alors Facebook est le roi des réseaux sociaux, c'est encore là massivement que les gens sont. Néanmoins, les ados ont très vite, en tout cas ont récemment compris qu'il y avait beaucoup trop d'adultes, et notamment leurs parents dessus, donc ils ont quand même suivi un peu Facebook. Et ce qui marche beaucoup maintenant, c'est Instagram, qui a été racheté d'ailleurs par Facebook, qui est beaucoup plus sur un mode image prioritairement que Facebook. Donc il a beaucoup marché parce qu'ils font de très jolis filtres ou une photo un peu banale pour avoir l'air magnifique pour tout le monde. Donc c'est très visuel, très esthétique. Donc pour les ados, c'est
assez agréable. Et alors là, c'est pas marqué dessus, mais le roi des réseaux sociaux en ce moment pour les ados, c'est Snapchat, qui cartonne vraiment absolument auprès d'eux, sur un peu une fausse promesse. La vraie force de Snapchat, c'est de dire, voilà, je t'envoie mon image, le temps que tu la regardes, au bout de X secondes, elle va se détruire, donc finalement, tu peux m'envoyer un peu tout n'importe quoi, parce que je pourrais pas le garder, donc vas-y, lâche-toi, etc. Ce qu'il y a, c'est que d'abord, on peut paramétrer autrement, et en fait, on peut le garder, on peut faire des captures d'écran, regarder l'image et la photo, photographier l'écran par un copain, enfin bref, donc au final, il faut bien qu'ils soient conscients du fait que il y a toujours un moyen de toute façon pour capturer les images et que donc ça ne va pas disparaître pour autant. Donc non, ce n'est pas le réseau social sur lequel on peut publier absolument tout, n'importe quoi. Mais pour autant, ça marche vraiment très très bien auprès d'eux. Et puis globalement, effectivement, ils sont assez tranquilles parce qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes et pas trop de parents. Et puis il y a WhatsApp, là en l'occurrence, qui est une messagerie. Bon, la messagerie Facebook marche pas mal aussi, Messenger. Voilà, il faut savoir qu'un ado, il est sur 3 ou 4 messageries, réseaux sociaux en même temps. Il y a des notifications qui arrivent en permanence, donc il est quand même ultra numérisé. Tout ce qui se passe, ses copains, sa vie, ses vacances, les devoirs, les groupes de classe, enfin absolument tout arrive sur son smartphone avec des notifications, des bruits. Et sa vie est ultra connectée vraiment en permanence. Avec cette idée très différente de la nôtre, c'est là où l'impact du cyberharcèlement peut être gravissime auprès d'eux, que leur vie, toute leur vie est sur ce lieu-là, leur vie privée, leur vie amoureuse, leur vie amicale, leur vie familiale, leur vie entre guillemets professionnelle, puisqu'il y a les devoirs, etc. Donc tout est dans le même lieu. Donc évidemment, contrairement à nous qui parfois essayons de cantonner, eux, rien n'est divisé, tout est absolument mélangé. Voilà, c'était pour illustrer Facebook, alors je pense que vous connaissez aussi tout ça, quoi ça ressemble. Instagram qui est effectivement sur un mode d'image beaucoup plus esthétique, donc c'est beaucoup plus facile finalement de partager parce que où qu'ils soient, ils envoient un selfie, une photo de leur lieu de vacances et ils la partagent agréablement avec tous ces filtres dont je vous parlais qui rendent c'est vrai des photos sur la vie très jolies. Ça c'est le fameux Snapchat, donc effectivement on peut enregistrer une vidéo ou une photo et l'envoyer à son groupe d'amis. Là c'est la messagerie WhatsApp qui marche très bien aussi parce qu'on peut parler à plusieurs sur des groupes. Ça, ils font beaucoup de groupes, vous n'apprendrez rien sur le fait que l'adolescent étant extrêmement grégaire, il est dans le groupe en permanence, donc la communauté, donc c'est pour ça que ça marche extrêmement bien chez eux parce qu'effectivement c'est vraiment l'illustration absolue du côté groupe de l'adolescent. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, Facebook a favorisé largement le cyberharcèlement. On considère effectivement qu'il y a 5 caractéristiques spécifiques de tout ce qui est numérique qui favorisent le harcèlement. Le fait qu'effectivement d'être caché dans une soi-disant anonymat, ou en tout cas identité qu'on peut mettre en place en donnant une espèce d'identité numérique permet de se lâcher massivement en étant globalement assez désinhibé, ou en tout cas en ayant l'illusion qu'on va être caché derrière ça pour oser passer à l'acte et avoir des comportements harcèlement qu'on n'aurait pas nécessairement de visu, Dieu merci. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adolescents qui vont participer à du harcèlement en ligne alors qu'ils n'auraient pas fait de visu en classe avec d'autres. Et c'est un des problèmes du cyberharcèlement, c'est que finalement il entraîne avec lui tout un groupe de témoins qui n'auraient pas été acteurs, qui auraient été globalement passifs, qui là vont s'autoriser à passer à l'acte, de participer à une insulte, de liker un commentaire désobligeant, de partager des photos, voilà. Et donc ça c'est vrai que ça entraîne tout d'un coup un espèce de groupe derrière, beaucoup plus important, et de gens d'ailleurs que parfois adolescents ne connaissent même pas, qui vont participer à ce phénomène-là. Ce qu'on appelle l'inséparabilité, c'est effectivement le fait que, ce qu'on a du mal à comprendre parfois, c'est se dire, mais enfin, si cet adolescent est harcelé sur Internet, pourquoi est-ce qu'il ne coupe pas? Pourquoi est-ce qu'il n'éteint pas son téléphone? Pourquoi est-ce qu'il ne se déconnecte pas? Pourquoi est-ce qu'il ne quitte pas ce réseau social? Parce qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui. On ne peut pas demander à un adolescent de se déconnecter, c'est totalement inhumain, impossible. La vie d'adolescent, elle est en général dans son groupe, et aujourd'hui, être un adolescent, c'est avoir un smartphone, c'est être présent sur un réseau social,
Bon, c'est surtout encore plus être populaire, mais tout ça, ça passe par le numérique. Donc, vous ne pouvez pas leur demander. Et donc, même un adolescent, effectivement, qui est cyberharcelé, il va pas pouvoir, il va y retourner, il va aller regarder ce qui se passe, il va aller voir qui a commenté, il n'arrive absolument pas à se déconnecter de ça. Un des malentendus, mais qu'on vit tous dans les SMS, hein, c'est l'absence de communication, effectivement, non verbale. Donc, effectivement, ça peut dégénérer aussi extrêmement facilement. Parce que dit quelque chose avec les mains, le regard, le ton, c'est très différent que de poser 3 mots par SMS. Et vous avez pu d'ailleurs sans doute assister en compensation à l'explosion des smileys qui permettent d'équilibrer un peu cette absence de communication verbale avec finalement un petit visage qui va avoir un sourire, avoir peur, pleurer. Ou d'autres illustrations qui marchent de plus en plus des cœurs, les deux sont clairement des cœurs, voilà. Donc, alors là, ils s'expriment énormément avec ça. Donc ça permet de rétablir un peu, parce que c'est vrai que c'est assez violent. Je pense que vous êtes tous d'ailleurs discuté avec quelqu'un pour un SMS mal compris ou qui part dans une discussion qu'on ne maîtrise absolument pas parce qu'il y a une mauvaise interprétation. Donc c'est vrai que c'est un peu périlleux, mais les ados ne se parlent pas au téléphone. C'est vraiment, il y a très peu de conversations orales. Donc, il faut voir que leurs échanges ne sont que là-dessus, avec parfois la violence de ces propos-là et la banalisation en plus qu'ils ont dans les insultes qui est assez flagrante en termes de sexisme, d'homophobie, de discrimination. Objectivement, ils se traitent de façon quasi amicale. De PD, de pute, de salope, enfin, je suis désolée d'être fraîche, mais c'est le langage des ados, c'est vraiment très comme ça. Et c'est pas grave, hein, c'est vraiment pas grave. Voilà, donc effectivement, il y a un moment, on ne sait plus si c'est sympa, ça y est plus, ça devient une attaque, etc. Le problème du cyberharcèlement par rapport au harcèlement, c'est effectivement l'absence de supervision, en tout cas d'adultes encadrants. C'est-à-dire qu'ils sont lâchés entre eux sur ces réseaux sociaux où il n'y a absolument aucune régulation sociale. Ni d'adultes encadrants, ni de parents, ni d'éducateurs, ni de personnes qui surveillent, absolument rien de personne. Donc ça empêche une totale posture de règles, de sanctions, et ça dégénère. Donc c'est vrai qu'ils sont totalement livrés à eux-mêmes avec la violence qu'il y a, et personne pour à un certain moment faire baisser la tension. C'est là où les réseaux sociaux ont une vraie responsabilité aussi, parce qu'effectivement ils ont soi-disant de la modération. Qui permet normalement d'intervenir quand il y a vraiment des choses très graves. Ça c'est une vraie question, qui ne concerne pas ce soir, mais à savoir qu'en est-il vraiment de la modération sur les réseaux sociaux, c'est une vraie question parce qu'il y a en réalité très peu de moyens ni humains ni financiers qui sont mis sur le sujet, moyennant quoi elle est forcément a posteriori, toujours après les problèmes et en fait pas très fine. Et puis, le caractère public du cyberharcèlement, c'est qu'effectivement, vous vous rendez bien compte que c'est pas du tout pareil d'être insulté, moqué en tête-à-tête dans un petit groupe que de l'être en ligne devant potentiellement, je sais pas, 1500 personnes si vous agrégez les 350 copains qui ont chacun sur les réseaux sociaux et eux-mêmes 350 copains qui sont là. Donc en fait, vous pouvez être insulté par un petit groupe dans le couloir en allant à la cantine, mais en fait le lendemain, comme ça sera poursuivi sur internet, et toute la classe et tout le collège va être au courant que vous avez été absolument ridiculisé et humilié en ligne. Donc c'est vrai que c'est une circonstance en fait complètement aggravante, c'est vraiment la double peine, c'est non seulement vous êtes humilié, mais en plus vous êtes devant tout le monde, ce qui est vraiment le plus humiliant et le plus terrible pour les ados. Étrangement, je vous parle de harcèlement aujourd'hui entre ados, je ne suis pas sûre que je vous en aurais parlé il y a 5-6 ans. On parlait de harcèlement au travail, on parlait de harcèlement dans le couple, on n'employait pas le mot harcèlement entre enfants. En tout cas, l'éducation nationale n'était pas tous partagée. Et on a commencé à s'en préoccuper en 2010 où il y a eu des rapports qui ont été faits effectivement sur la violence en fait scolaire, la violence à l'école, la violence entre élèves. Et on a commencé à avoir émergé ce type de comportement. Et là, c'est vrai que le fait que ça se passe sur un aspect cyber, c'est-à-dire en ligne, comme souvent, ça aide à identifier le problème. Je dirais que c'est le seul avantage du cyberharcèlement par rapport au harcèlement classique, c'est quand vous êtes harcelé à l'école par vos copains, etc., c'est très dur de le prouver. C'est très dur de le prouver quand vous
soin de vous tous les jours, que vous recevez des boulettes sur la tête, qu'on écrase votre plateau à la cantine, etc. C'est très dur d'aller voir le proviseur ou d'aller voir ses parents et de dire voilà. L'avantage du cyberharcèlement, c'est que c'est en ligne, c'est que la violence des propos sont type oral, mais sont inscrits, sont écrits, donc vous pouvez faire des captures d'écran, enregistrer et aller le montrer en disant voilà ce qui m'arrive, voilà ce que je subis tous les jours, toutes les heures, tous les mois, etc. Donc voilà, donc du coup les pouvoirs publics ont commencé à se mobiliser là-dessus et en 2011 il y a eu des assises qui ont été faites à Louis Grand, organisées par l'Éducation nationale sur les violences scolaires et notamment le harcèlement. Il y a eu des études qui ont été publiées et on a commencé à se préoccuper du problème. Et nous, c'est en juin 2011 qu'on a signé une convention avec l'Éducation nationale pour traiter le cyberharcèlement avec l'axe prévention dont je vous ai parlé et le numéro vert d'écoute qui était mis à disposition de l'Éducation nationale. Et donc, étrangement, les pouvoirs publics se sont d'abord entrés par la porte cyberharcèlement. C'est là où on a été les premiers acteurs de la lutte avec eux. Et puis finalement, en 2012, ils ont sorti une campagne contre le harcèlement entre élèves, en demandant effectivement au cadre de l'Éducation nationale de se préoccuper du problème, d'arrêter de banaliser le fait que c'était normal que les enfants s'humilient dans la cour de récré, que non, c'était pas l'école de la vie et que non, il ne fallait pas les laisser faire, parce que finalement c'était la règle du plus fort, ce qui était un peu la façon dont on gérait ces problèmes-là à l'école jusqu'à il y a 5 ans. Depuis, c'est une campagne qui a été reprise, un vrai sujet qui a traversé les différents gouvernements, les différentes tendances, donc c'est vraiment été accaparé par le terrain, où il y avait un peu besoin. Il y avait un vrai besoin de traiter ces problèmes-là, sauf que souvent, effectivement, ils étaient désemparés. Ils ne savaient pas comment le faire, et donc ils avaient besoin qu'on leur dise voilà, le harcèlement c'est ça, on vous donne des outils, vous pouvez identifier, il y a des numéros de téléphone, enfin voilà, on vous demande de vous en préoccuper, mais on vous donne aussi les moyens de le gérer. Alors, le harcèlement, je pense que vous savez ce que c'est, parce que vous pouvez en traiter par ailleurs. C'est effectivement la violence, la répétition. Le harcèlement, c'est beaucoup effectivement la répétition et effectivement l'intention de nuire. Ce sont les 3 facteurs qui font qu'on peut parler de harcèlement dans le cadre de et effectivement, à l'école, en général, on vient plusieurs élèves, il y a un leader et puis un petit groupe autour. Et ce qu'on retrouve souvent au niveau de la victime, c'est que c'est souvent un enfant isolé. Et l'étude qui a été sortie en 2011 avait montré qu'effectivement un enfant sur 10 se disait victime de harcèlement à l'école, sachant que les classes sont à peu près 30 élèves, ça veut dire que dans chaque classe, il y a 3 enfants qui sont victimes de harcèlement. Donc c'est quand même en tout cas suffisant pour qu'on s'en préoccupe largement. Et bien le cyberharcèlement, c'est du harcèlement en ligne, donc effectivement c'est le fait de vouloir nuire à quelqu'un de façon répétée avec des violences, alors qui ne sont pas verbales, mais qui sont écrites, mais c'est en fait du langage oral écrit, donc avec toute la spontanéité, la violence de l'oral qui est posée dans l'écrit, donc c'est très douloureux pour la victime, parce qu'elle ne s'envole pas, comme on dit. Et effectivement sur les réseaux sociaux et autres. Donc vous pouvez bien comprendre que ça en rajoute, comme je vous disais tout à l'heure, dans le fait que quand l'enfant est harcelé à l'école, il rentre chez lui et ça continue. Alors que finalement, autrefois, on pouvait rentrer à la maison, on disait que ça s'arrêtait un peu, on se sentait protégé chez soi et ça commençait le lendemain, mais moi il y a eu ce sas-là. Là, ça continue parce que sur le smartphone, sur l'ordinateur, sur les applications, ça continue à arriver. Il y a des enfants qui reçoivent 200 SMS dans la journée, effectivement, qui les insultent, qui les humilient, qui leur disent qu'ils ne méritent pas de vivre, qu'ils sont vraiment trop moches, il ferait mieux de se prendre, etc. Et donc ça les persécute. Et en plus, ce qui va se passer en ligne, comme je vous disais tout à l'heure, pendant la soirée ou la nuit, parce que l'enfant va peut-être répondre une fois et que donc ça va continuer, qu'il va être harcelé, c'est boule de neige sur le lendemain, donc ça continue de pire en pire. Donc tout ça fait que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une circonstance, comme on dit, aggravante, c'est que finalement ça se cristallise, ça continue, ça prend de plus en plus d'ampleur. Et comme je vous le disais, c'est partagé par tellement de gens et de plus en plus de gens que, encore une fois, on peut finir par être la tête de turc d'un établissement scolaire entier avec 90% des gens qui ne vous connaissent pas. Et en revanche, comme on a vu sur les réseaux sociaux hier soir et la semaine dernière, que vous étiez vraiment la pauvre tête de turc humiliée et que vous ne méritiez que ça.
ça peut être une persécution aussi de l'ignorance, parce que finalement, si vous êtes montré du doigt, personne ne vous parle, mais c'est l'isolement absolu. Et comme je vous disais dans le slide précédent, c'est vraiment une caractéristique qu'on retrouve, c'est que c'est des enfants qui sont complètement isolés, chez qui effectivement le harceleur va vraiment identifier que l'enfant n'a pas de groupe qui va le défendre, n'a personne autour de lui. Et souvent, mais ça vous savez aussi bien que moi, ce sont des enfants en fait qui ont très peu de compétences sociales, qui sont très mal à l'aise dans le rapport à l'autre, qui ne savent pas dire non, qui ne savent pas se défendre, et chez qui en général le harceleur va très vite effectivement identifier qu'il est beaucoup moins à l'aise. Le harceleur a d'autres problèmes, mais en général il a de très fortes compétences sociales, donc il est assez à l'aise, leader, et il va pouvoir prendre la main assez rapidement sur la victime. Alors, les différentes formes de cyberharcèlement qui peuvent exister, je vous en ai parlé un peu. Il y a les SMS, comme je vous disais, où effectivement ça arrive inlassablement sur un écran, et encore une fois, vous pouvez avoir massivement des centaines de SMS qui vous arrivent dans une journée avec vraiment une négation de vous-même, vous êtes moche, vous êtes nul, vous êtes une horreur, vous ne méritez pas d'exister, vous devez vous suicider, enfin c'est vraiment, c'est vraiment de cet ordre-là, hein, ça se cache, c'est vraiment du lynchage, hein, sincèrement, en ligne. Sur les réseaux sociaux, c'est à peu près la même chose, avec des propos injurieux, diffamatoires, qui vont être mis sur le profil de l'ado, ou sur une photo qu'il pourra avoir publiée, et avec des likes, des commentaires qui en rajoutent, ah oui, elle est trop moche, elle est trop bonne, elle a vu sa tronche, voilà, et tout ça qui se multiplie inlassablement et se partage et se diffuse largement. Il y a la diffusion de photos gênantes ou humiliantes. Alors ça, c'est là où les adolescents sont co-responsables parfois de ce qui leur arrive. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes participer à la mise en ligne d'une photo d'eux, ou en tout cas, ils vont la partager avec une seule personne sans y voir mal. Et puis malheureusement, ça va être récupéré et servir de harcèlement. Alors c'est ce qu'on appelle aussi en langage anglo-saxon le revenge porn, qui est donc la pornographie pour se venger. C'est souvent dans des couples, ça existe chez les adultes, mais beaucoup chez les ados, où à un moment où l'histoire va bien, en général c'est la fille, va envoyer à son petit copain une photo d'elle dénudée, de ses seins, comme ça, dans une posture aguicheuse. Elle arrive aussi à des gens adultes et très connus, hein, parce qu'ils sont dans une relation amoureuse et de confiance, et puis manque de peau, quand l'histoire s'arrête, et le garçon vexé et désabusé va partager la photo avec ses copains en disant regarde ce qu'elle m'a envoyé, comment elle était, et puis mon copain m'a partagé avec un autre copain, et puis ça finit sur les réseaux sociaux, et puis effectivement la photo que la fille a envoyée à son petit ami dans un contexte d'intimité, c'est là où il faut comprendre que c'est pas un lieu d'intimité, les réseaux sociaux ni les téléphones, mais finalement finit par être partagée largement. Donc inutile de vous dire que pas plus à vous qu'à cette adolescence, c'est agréable, sachant qu'encore plus chez un adolescent, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est l'adolescence, c'est encore plus destructeur au moment effectivement où il se construit dans son identité, notamment sexuelle. Et donc voilà, donc ça s'appelle globalement le revenge porn. Et puis il y a le happy slapping, qui est en fait d'ailleurs le premier délit qui a été créé en rapport avec Internet, hein, très tôt, je crois en 2009, je crois, 2010. Et là, c'est l'idée d'agresser quelqu'un pour le filmer et pour le diffuser sur les réseaux sociaux. Vous avez certainement vu des problématiques qui sont arrivées comme ça sur des enfants handicapés qui ont été humiliés, filmés et diffusés. Je vous parle de ça parce que c'est en général des histoires qui sont un peu médiatisées, mais c'est de savoir que ça arrive, voilà. Alors ça, c'est même pas besoin d'être attaché à du cyberharcèlement. Le harcèlement en lui-même est puni par la loi en tant que tel, de toute façon, mais ça peut participer à du cyberharcèlement. Et puis il y a la création de faux profils. Alors ça, ils sont aussi assez férus de ça, de créer un faux profil sur un réseau social au nom de la personne qui veut la harceler. Alors soit pour que ça soit vraiment un vecteur d'insultes, d'injures, de lynchage en ligne, de quasiment mise à mort, où le profil va être inondé d'insultes, d'injures, soit en se faisant
passer pour la personne aux yeux des tiers. Donc il y a des ados, enfin des très jeunes ados, des pré-ados qui n'ont pas de profil, donc ils ne se sont pas inscrits sur les réseaux sociaux, mais on va leur créer un profil, donc ils ne le savent même pas, ils ne s'en rendent pas compte, et on va faire passer pour eux auprès d'autres. Donc ça va être une fille qui a 11-12 ans, qui n'a pas de profil sur internet, et puis un groupe va avoir créé effectivement un faux profil à son nom en disant qu'elle fait des fellations dans les toilettes à l'heure de la récré. Et voilà, donc au départ elle ne le sait pas, il faut que ça commence à faire du bruit, à se connaître dans le lycée, etc. Et puis au bout d'un moment dans le collège, et puis au bout d'un moment elle va se rendre compte qu'il y a ce profil qui a été créé à son nom, en la faisant passer pour une fille facile, etc. Et tout. Donc ça c'est du cyberharcèlement parce que ça traîne, ça reste, ça ennemi, et ça typiquement c'est le cas dont je vous disais où on peut aller demander à supprimer le compte. Il y a aussi, alors là je ne l'ai pas mis là, c'est ça ce qu'on appelle l'usurpation d'identité. Donc c'est un peu la création de faux profils, mais ça, l'usurpation d'identité, c'est aussi récriminé par la loi de façon explicite depuis la loi LOPSI 2 de 2002, je crois. Qui effectivement l'usurpation d'identité sur internet est répréhensible en tant que telle, et donc là ça se fait passer pour quelqu'un d'autre. Alors souvent les ados nous appellent à tort en nous disant je me suis fait pirater mon compte, au secours, il faut l'arrêter, etc. Majoritairement ils ne se font pas pirater leur compte. Il y a beaucoup de comptes d'ados qui sont piratés. En revanche, ce qui leur arrive, c'est qu'ils sont très négligents sur leur mot de passe, les adolescents, comme pour les photos intimes. Ils vont, dans un moment d'amitié passionnelle comme on a entre filles et adolescence, ou de premier amour pour la vie pour toujours, donner leur mot de passe à leur meilleure amie ou à leur petit copain, ou très souvent ils vont ouvrir leur profil de réseau social sur un ordinateur, une tablette ou le smartphone de quelqu'un d'autre, d'un copain ou d'une copine, et oublier de se déconnecter. Donc en fait le profil va rester ouvert, et à ce moment-là, le copain, la copine, etc. va prendre la main sur le profil, en allant sur le profil, en allant changer le mot de passe, donc en créant son mot de passe, ce qui fait que quand la personne voudra récupérer son profil, y aller pour une fois, le mot de passe ne fonctionnera plus, puisqu'il aura été chez le copain, et ne pourra plus reprendre la main sur ce profil. Donc voilà, on leur apprend aussi beaucoup que le mot de passe, ça ne se donne pas à personne. Et que voilà, qui sont donc très rarement piratés, et ça on a très souvent à s'en préoccuper. C'est des illustrations d'échanges qu'il peut y avoir effectivement entre ados et entre filles. Les filles sont très sympas entre elles, comme vous savez, donc en général elles sont d'une violence sans nom entre elles. Nous on a un peu plus quand même de filles qui sont victimes de harcèlement effectivement sur notre écoute que de garçons. Pour différentes raisons, et notamment aussi parce que c'est vrai qu'elles vont beaucoup plus s'exposer sur internet que les garçons. Sur les réseaux sociaux, les filles vont beaucoup publier de photos d'elles, beaucoup se mettre en scène, aller tester un peu pour voir ce que ça provoque comme réaction, d'être comme ci, d'être comme ça. Elles sont beaucoup effectivement dans un environnement aussi médiatique qui dépose beaucoup à ça. Le besoin d'être populaire, qui s'appuie beaucoup sur des attributs hypersexués dans lesquels sont aussi beaucoup les filles aujourd'hui, et avec la recherche, cette fameuse recherche de popularité, c'est quand même le critère numéro 1 d'un ado aujourd'hui, c'est être populaire. Donc être populaire, c'est être très présent sur les réseaux sociaux, avoir beaucoup d'amis, beaucoup de likes, etc. Mais tout ça fait que forcément ça donne aussi beaucoup de plus de prise, elles alimentent beaucoup plus leur image numérique, leur vie numérique, donc elles donnent aussi beaucoup plus de prise à du harcèlement. Les garçons en général sont beaucoup plus passifs, voyeurs, commentateurs, donc ils participent au harcèlement, mais ils s'exposent quand même beaucoup moins. Ils donnent beaucoup moins d'eux sur les réseaux sociaux. En plus, globalement, ils sont plus occupés à jouer aux jeux vidéo, les garçons, à l'adolescence, qu'à gérer une vie numérique sociale, etc. Car littéralement, les filles sont très sur les réseaux sociaux, et les garçons, globalement, sur les jeux vidéo, qui peuvent être aussi des endroits de harcèlement, parce que c'est aussi des chats. Donc voilà, c'était une illustration. Alors Ask, c'est un réseau social qui est assez récent, qui a été créé il y a 3 ans, qui a une particularité, c'est qu'en réalité tout le monde peut y aller, il n'y a pas besoin de se créer un profil, un mot de passe, etc. Et l'idée c'est de poser une question
que vous posez à la communauté de Ask, et puis les gens vont vous répondre à votre question. Alors ça peut être une question pratique, est-ce que quelqu'un connaît ceci ou cela, je donne un conseil, mais ça peut être aussi est-ce que vous me trouvez belle, est-ce que je suis bonne comme ça, etc. Et la particularité de Ask, c'est qu'on peut répondre totalement anonymement, c'est-à-dire vraiment en n'étant absolument pas identifié. Donc vous imaginez bien que c'est le royaume absolu pour être totalement divulgué. À faire ce qu'on ne peut jamais faire avant, parce que c'est un lieu où ils peuvent aller faire absolument toutes les expériences qu'ils veulent, de violence, d'insultes, etc. De toute façon, on ne pourra pas les retrouver parce qu'ils ne sont même pas identifiés avec un pseudo ou un nom. On retrouverait leur compte par ailleurs, ce qui est en général le cas pour les réseaux sociaux. Donc au départ, on a pensé que ça allait être nouveau, Facebook, etc. Finalement, c'est resté un lieu où voilà, ils vont expérimenter un peu, ils vont s'amuser sur Ask avec plus ou moins de bienveillance. Et puis après, ils revont sur les réseaux sociaux traditionnels où à l'inverse, il faut quand même être identifié. Alors Facebook, vous demande carrément d'être soi-disant sur votre vraie identité, mais où en tout cas, théoriquement, il y a quand même une façon un peu plus facile de vous identifier sur les réseaux sociaux, puisque le but des réseaux sociaux, c'est quand même aussi de prolonger des rapports concrets, physiques, avec du numérique, et pas de plier complètement les deux. Donc il vaut mieux être retrouvable facilement, parce que si vous croisez quelqu'un dans une soirée ou quelque part, il faut qu'il puisse vous viser, trouver votre profil et vous retrouver, et pas essayer d'imaginer quel serait votre pseudo. Donc ils ne se cachent pas tellement sur les réseaux sociaux. En revanche, sur des plateformes comme ça, ils peuvent beaucoup plus y aller. Il y a un autre réseau social qui, sous forme d'application, qui est né l'année dernière, il y a un an à peu près, français, qui s'appelle Gossip, tiré d'une série américaine, Gossip Girl, qui est vraiment l'illustration absolue. L'application, quand elle est née, c'était vraiment l'application du harcèlement. Voilà, un lieu absolument merveilleux, formidable, qui est fait pour. Alors, vous publiez la rumeur que vous voulez sur quelqu'un, et vous avez même, soi-disant, une preuve à l'appui que vous pouvez publier avec une photo, quelque chose pour le mettre. Alors là, pour le coup, les pouvoirs publics ont réagi, le ministère de l'Éducation nationale s'est emparé du sujet. Finalement, ils ont dû fermer l'application, tellement elle était vraiment faite pour favoriser le harcèlement, très clairement, effectivement. Dans leurs conditions générales d'utilisation, c'était assez flagrant. Donc elle a été fermée, et puis finalement là elle est revenue. Alors ils ont dû avoir des conditions générales d'utilisation qui sont un peu limites à mon avis juridiquement, mais qui doivent être encore. Mais donc vous avez bien conscience en plus que ces plateformes-là favorisent largement, c'est-à-dire qu'en plus voilà, on leur offre des lieux où on leur dit mais c'est fait pour, et puis vas-y. Et c'est pas c'est pas inventé ce que je vous montre, donc c'est vraiment voilà, la violence. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais sur le happy slapping, voilà, sur une illustration effectivement des scènes d'humiliation, de violence qui peuvent être mises en ligne. Ça, c'est des cas malheureusement emblématiques des risques éventuels de suicides qui peuvent être provoqués notamment par des cas de cyberharcèlement, où les adolescents se retrouvent tellement acculés dans cette spirale de violence récurrente et quotidienne contre eux, de tout ce groupe qui devient anonyme par sa quantité, et comme je vous disais tout à l'heure, dans un univers d'ados où leur vie est numérique, donc c'est pas du tout séparé, et où encore une fois leur vie numérique et leur vie de l'établissement scolaire, c'est leur vie tout court. Parce qu'encore une fois, ils y vivent leurs amours, leurs amis, leur travail, tout en même temps. Donc quand ça se passe mal là et que ça se prolonge mal là sur les réseaux sociaux, ils sont dans une impasse absolue. En plus, ils considèrent que la dernière personne à qui ils peuvent demander d'aide, c'est des adultes, et leurs parents encore moins, parce que de toute façon, les parents ne connaissent rien, ils ne savent même pas ce que c'est. Et donc, ils se sentent vraiment complètement isolés et seuls là-dedans. Alors, il y a des cas un peu médiatisé, dont vous avez dû entendre parler, notamment la jeune française Marion Fass. Alors ça n'a pas encore été jugé comme affaire, mais pour l'instant, en tout cas, il y a effectivement une présomption de harcèlement sur elle. Anna Smith, c'est la jeune fille anglaise. Alors ça, c'est l'illustration sur Ask qui, voilà, typiquement une jeune fille qui avait des problèmes d'eczéma, qui a posé cette question sur Ask en disant voilà, j'ai des problèmes d'eczéma, est-ce que quelqu'un peut m'aider, me donner une solution? Et puis bon, au final, elle a reçu que des messages d'insultes qui lui disent mais comment te montrer ta tête, totalement horrible avec des trucs sur la tête, mais c'est monstrueux, mais va te cacher, etc. Et donc il y a une espèce de déferlement de violence sur elle qui a pris comme ça, qui s'est enflammé.
alors pas vous expliquer qu'on ne peut pas dire qu'elle est suicidée à cause de ça, mais en tout cas l'élément déclencheur final a été ça. Et elle s'est suicidée en août 2013. Voilà, il y a d'autres cas effectivement. Alors Amanda Todd, c'est la jeune fille, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui avait été suicidée à la suite du harcèlement en ligne, mais qui avait publié une vidéo ça c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube où elle est, vous avez peut-être vu tout ça, où elle a publié cette vidéo d'elle-même avant de se suicider. Parce qu'elle va tout défiler, mais concrètement elle raconte comment elle s'est mise en ligne, comment un garçon lui a finalement demandé de montrer des photos d'elle, qu'elle l'a fait, et qu'ensuite ce garçon a cessé de la harceler, de la retrouver. À chaque fois qu'elle se déconnectait d'un réseau social, il allait la retrouver pour lui montrer, lui ressortir ses photos d'elle. Et au final, encore une fois, même que vous avez fait, vous l'apprécierez vous-même, mais en tout cas, elle a fini par se suicider à la fin de cette vidéo. Ça a été un des premiers cas les plus médiatisés de cyberharcèlement, qui a vraiment montrer un peu à tout le monde qu'est-ce que c'était que le cyberharcèlement, comment ça se passait et la souffrance et la douleur que ça pouvait provoquer chez les adolescents. À vrai dire chez les adultes aussi, hein, mais là en l'occurrence effectivement le pouvoir que ça peut avoir sur des gens qui ont une vie numérique que vous n'imaginez certainement pas, enfin, peut-être certains, mais voilà, sur laquelle il n'y a pas de différence entre la vie numérique et la vie réelle, et vous remarquerez que je n'utilise pas le mot virtuel, je ne l'utiliserai jamais, parce que ça mène tous au virtuel, c'est-à-dire que c'est juste un lieu supplémentaire de partage, de communication, d'expression, mais c'est pas du tout virtuel, c'est réel. La preuve en est, c'est que l'impact est réel, que les mots sont réels, que la violence est réelle, elle s'exprime juste différemment, et les conséquences sont réelles. Mais évidemment, voilà, l'écran fait écran justement, effectivement pour certains de se lâcher dans une violence extrême et d'être complètement coupé d'une empathie qu'on a heureusement quand on est face à quelqu'un et qu'on lui fait mal, et là disparaît complètement. Alors ça c'est des études effectivement, des chiffres, on donne les chiffres sur effectivement le cyberharcèlement et du déclaratif sur les collégiens et les lycéens et la façon qu'ils ont justement de parler de ce qui leur arrive. Alors, pour être précis, là on parle par exemple de 40% des collégiens et lycéens qui déclarent avoir été victimes de cyberviolence au moins une fois pendant l'année scolaire. La cyberviolence, c'est pas exactement du cyberharcèlement non plus, parce que la cyberviolence, je pense qu'aujourd'hui ce ne serait même pas 40%. La cyberviolence, ils sont tous victimes de cyberviolence et ils sont tous acteurs de cyberviolence. Encore une fois, comme je vous le disais, l'insulte est extrêmement banalisée et vraiment elle passe, parce qu'encore une fois, on est dans de l'oral qui est écrit, mais c'est vraiment de l'oral. Donc effectivement, ça a le côté impulsif de l'oral, la violence de propos qui là sont écrits, mais qui ont quand même une connotation orale. Donc, comme je disais tout à l'heure, les mots fusent. Donc la cyberviolence, il échange régulièrement entre eux. Le harcèlement, on est bien d'accord, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment cette répétition avec
la victime qui se sent bien visée, elle, comme victime, par d'autres, pour ce qu'elle est elle et parce qu'elle est elle, et avec cette intention de nuire, comme je vous disais tout à l'heure, ce lynchage en ligne, cette volonté de mise à mort, et on voit bien dans les messages de cyberharcèlement qu'il y a, c'est vraiment on sent que le groupe et les harceleurs attendent vraiment que l'adolescent soit... effectivement, parfois on se demande même s'il n'attend vraiment pas qu'il se suicide pour arrêter, c'est-à-dire que vraiment il y a cette espèce de pression, et encore une fois, les mots employés sont tu mérites de mourir, peut-être tu n'as pas de temps, enfin, c'est vraiment de cette nature-là. Alors, vraiment, beaucoup vous disent c'est pour rire, c'est pas grave, on ne sait pas faire de mal, etc. Et tout. Il y a effectivement une majorité qui n'a peut-être pas forcément conscience de ce qu'ils sont en train de dire et de faire. Pareil, je vais l'apprendre, mais en général, le leader, le harceleur premier, lui, il a tout à fait conscience de ce qu'il est en train de faire, et il y a une vraie volonté d'aller détruire l'enfant qui est victime. Voilà, c'était pour être... Et vous voyez, l'usurpation d'identité, 10%, c'est finalement assez courant, chez eux. Bon, ça, c'est une autre étude qui a été publiée il y a 1 an et demi sur les collégiens. Et effectivement, sur leur perception des insultes, des humiliations qu'ils peuvent recevoir en ligne. Et les filles sont plus victimes, comme je vous disais tout à l'heure, pour les raisons que je vous disais, parce qu'en général, elles participent elles-mêmes un peu à ça. Alors, les causes, c'est pas... En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que, effectivement, entre ados, c'est vraiment, comme je vous disais, finalement, les adolescents se croient très rebelles par rapport à nous, mais comme vous savez, sont finalement assez normatifs entre eux. C'est-à-dire qu'il y a quand même globalement un modèle d'adolescent aujourd'hui, populaire, qui doit s'habiller d'une telle façon, écouter telle musique, regarder telle vidéo, et il y a un modèle. Si vous n'y êtes pas, là, c'est bien plus compliqué de vous intégrer dans le groupe, et donc vous allez avoir plus effectivement de difficultés à être accepté. Donc c'est vrai qu'on remarque souvent c'est les différences. Hein. Alors les différences, effectivement, ça peut être parce que t'es roux, parce que t'es grosse, parce qu'évidemment, comme je vous disais, il y a des discriminations à cet âge-là, pareil, vous savez, parce que t'es potentiellement t'aimes les garçons, on est handicapé, enfin voilà, c'est tout, ceux qui bégayent, effectivement, il y en a beaucoup. Mais ça peut être de très bon élève, comme vous savez, l'intello ou le bolos qui va être insulté par toute la classe, parce qu'aujourd'hui ça ne se fait pas d'être bon élève et intello, donc c'est nul. Mais ça peut être aussi dans d'autres groupes, juste celui qui est différent, qui ne parle pas. Sur leur donner effectivement des moyens d'aller se défendre en leur apprenant à répondre. Du tac au tac, à inventer une stratégie. Alors c'est là où les réseaux sociaux sont pas mal, parce que ça peut leur apprendre à pas forcément être dans le verbal, mais à pouvoir écrire un truc qu'ils n'auraient pas forcément osé dire de face à face non plus, mais qui va leur permettre de formaliser une réponse sur le même mode un peu moqueur ou humiliant, et qui leur permet de se réassurer via les réseaux sociaux avant de pouvoir le faire à l'oral. Donc ça a des vertus aussi. Internet, de pouvoir utiliser finalement cette distance pour se retrouver un peu plus dans la compétence. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, ce qu'on retrouve systématiquement. Donc la victime qui est bien seule et isolée, bien reconnue comme n'ayant pas de groupe, ne pouvant pas se défendre, n'ayant personne qui va la protéger. L'agresseur qui en général est un peu le leader, soit de la classe, soit de groupe de filles ou de garçons, qui a sa petite cour, qui sont complices, qui participent largement. Et puis toute la masse des spectateurs, témoins, qui disent rien. Alors nous, c'est vrai que quand on intervient dans les établissements scolaires où il y a eu du harcèlement, parce qu'on intervient aussi en pompier quand il y a eu un cas et qu'on nous demande d'arriver, comme vous le savez, ça va être un peu plus long d'apprendre à la victime de bouger. L'agresseur aussi, ça va être un peu plus dur de le faire bouger aussi. En revanche, c'est vrai que c'est sur les témoins et spectateurs qu'on est plus, qu'on essaie d'être plus vigilants. En leur expliquant que c'est eux qui ont en main le problème. C'est eux qui peuvent faire bouger.
C'est eux qui effectivement ont cette capacité de faire changer les choses, et en tout cas qui ont cette responsabilité de porter à la connaissance des adultes cette maltraitance, parce que c'est de la maltraitance, et qu'il faut impérativement qu'ils aient le courage de bouger, parce que sinon ils sont complices effectivement de harcèlement et de maltraitance. Donc c'est vrai que d'ailleurs de plus en plus les campagnes qui sont faites pour sensibiliser les jeunes aux problématiques de harcèlement vraiment visent les témoins. C'est vraiment sur eux, et c'est vraiment ce qu'en général ce centre définit, c'est ce rôle primordial des témoins qui en tout cas dans un contexte social ont un rôle prioritaire à jouer. Alors dans un monde idéal effectivement il faut leur expliquer qu'ils doivent renverser effectivement la popularité, et finalement c'est l'agresseur qui devrait être montré du doigt comme un comportement négatif socialement, et qu'il faudrait effectivement faire corps avec la victime. Bon, les ados étant ce qu'ils sont, les êtres humains en général, c'est pas nécessairement le premier comportement qu'ils vont avoir d'aller défendre, parce qu'ils vont avoir peur de se prendre les flèches de l'agresseur, et donc ils préfèrent que ce soit la victime plutôt qu'eux-mêmes. Mais c'est pour ça qu'on leur dit plutôt d'aller effectivement faire porter à la connaissance des adultes, qui dans un cadre scolaire, contrairement au cyber, où il y a des adultes qui encadrent, des professeurs, des surveillants, des gens de ménage aux toilettes, des gens à la cantine, des éducateurs. Voilà. Il y a des adultes normalement qui sont présents, qui devraient normalement soit être témoins de ça et bouger, ou en tout cas être là pour pouvoir recevoir cette parole et en faire quelque chose, et rappeler effectivement le cadre, que c'est interdit, que c'est sanctionnable. Voilà. Alors ça a bougé aussi au niveau de l'éducation nationale par rapport à ça, parce que avant, en fait, comme les établissements scolaires ne savaient pas trop quoi faire, ils disaient à la victime de changer d'école, en disant nous on va rien faire de toute façon, c'est comme ça, on va protéger votre enfant, donc changer d'école, ça ira mieux ailleurs. Mais non, ça ira pas mieux ailleurs, parce qu'en général l'enfant, comme par hasard, se retrouve partout où il va dans cette problématique de harcèlement qui recommence, et donc il ne sort pas. Donc c'est vrai que c'est aussi le but de la campagne d'éducation nationale et du travail qui a été fait, du programme qui a été fait depuis 5 ans, c'est de faire prendre conscience aux établissements scolaires que c'est à eux de prendre en compte l'agresseur lui-même, que si quelqu'un doit être exclu, c'est le harceleur et c'est pas la victime. Cela étant, on est sur une population de jeunes et d'adolescents, donc la sanction d'exclusion elle n'est pas nécessairement non plus souhaitable, et on est plus sur des mesures finalement de responsabilisation aujourd'hui qui sont mises en place, où on essaie de leur prendre conscience effectivement, ce qui n'empêche pas un travail individuel par ailleurs, mais en tout cas dans un contexte social, de rappeler le cadre et la règle, mais aussi de leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont fait, de la gravité et de l'impact que ça aurait pu avoir encore plus gravissime. Typiquement, nous on a des ados parfois qu'on reçoit à l'association qui sont dans des mesures de réparation que le lycée ou le collège a utilisées, parce qu'ils ont été auteurs de harcèlement ou de cyberharcèlement, et du coup on les accueille chez nous et on les prend avec nous dans les interventions scolaires qu'on peut faire, ils nous accompagnent dans les systèmes d'intervention, parfois ils témoignent, ils disent comme ça, voilà. Donc c'est ça notre faible mesure, mais on essaye voilà, de leur prendre conscience, en tout cas socialement, de ce qu'ils ont fait, ce qui n'empêche pas qu'ils puissent aussi être sanctionnés avec une exclusion de 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais voilà, mais l'idée c'était de changer un peu la posture des établissements scolaires et d'arrêter de se débarrasser en fait de la victime comme si c'était lui le problème, qu'il fallait l'en passer ailleurs, et sur en plus des lois absolument tout le monde, du coup, y compris les témoins, spectateurs, etc. Alors sur les conséquences du cyberharcèlement, c'est les conséquences du harcèlement en général. Hein. Chez les ados, on va retrouver effectivement des comportements, parce que souvent les parents nous demandent mais comment je peux savoir si mon ado est harcelé, donc forcément globalement on va dire c'est un changement de comportement, hein, effectivement, voilà. Même si on sait que ces enfants-là, particulièrement qui sont victimes de harcèlement, sont des enfants qui savent très bien cacher leurs émotions, puisque justement en général ils ont même du mal à les exprimer, donc ils vont protéger beaucoup leurs parents et même globalement faire en sorte que ça se voit effectivement le moins possible. Pour autant, effectivement, on sait que ça génère chez eux, ça renforce effectivement leur sentiment de solitude qu'ils ont déjà à la base, mais ils se sentent vraiment acculés et seuls face à un problème qu'ils n'arrivent pas à gérer, et donc forcément ça a tendance à un peu à les enfermer dans la dépression. Du coup,
En général, les résultats scolaires s'en ressentent, donc c'est ça un des signes qu'on peut voir assez rapidement, c'est des changements de résultats scolaires et de baisse. On a aussi des absences répétées, un enfant qui va avoir de plus en plus de maux de ventre qui vont excuser voilà, sa présence à l'école le matin, ou alors c'est là où la communication entre l'établissement scolaire et les parents est très important. Un enfant que l'infirmière scolaire va voir de plus en plus souvent à l'infirmerie. Là, effectivement, au moment, on commence à se poser des questions. Un enfant qu'on va retrouver très souvent aux toilettes ou dans les couloirs à l'heure de la récréation, donc en fait, il va éviter les lieux, effectivement, comme la récré, où il se retrouve dans ces groupes-là. Bon, évidemment, il y a des répercussions sur l'estime de soi, qui en général déjà n'est pas très forte, mais alors puis là, effectivement, est encore plus rabaissée, sachant que sur les réseaux sociaux, avec cette espèce de volonté d'être populaire, vous imaginez bien que c'est encore pire de se prendre dans la tête à quel point non seulement on n'a pas de copains, non seulement on n'est pas aimé, mais en plus même on subit de la moquerie, de l'humiliation, de la haine qui vous ramène à quel point vous êtes vraiment raté. Forcément, il va y avoir effectivement des comportements, alors on peut dire d'alcool, de tabac, etc., mais je parlais des jeux vidéo, ça peut être aussi un garçon qui va complètement se renfermer dans les jeux vidéo. Là, on peut parler virtuel, effectivement, qui va s'échapper dans ce monde-là où il va beaucoup plus maîtriser les choses et finalement, ça va être un peu plus gratifiant parce que il peut finalement être assez bon dans les jeux, personne ne le voit, donc il peut développer des compétences et un peu mais pour autant, s'il s'enferme vraiment là-dedans, il va décrocher de la vie scolaire, loisirs et autres. Et puis comme je vous disais, voilà, déjà que ce sont des enfants en général qui n'ont pas des compétences sociales très fortes, alors là, ça va vraiment les réduire énormément, puisque l'autre va potentiellement être systématiquement une menace, un danger, et effectivement, potentiellement être larisé. Il y a vraiment des enfants qui vous disent, ça leur, enfin, des jeunes adultes qui ont été victimes de harcèlement comme ça, et qui vous disent à quel point ils vous fassent empêcher quand ils passent devant un groupe et qu'ils entendent rire de penser qu'on se moque d'eux, même si évidemment c'est pas le cas parce qu'ils ne connaissent pas, mais ça reste quelque chose où le groupe est nécessairement hostile et où ils sont complètement affaiblis. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous ce qu'on essaye de faire quand on les rencontre dans les établissements scolaires, alors là on ne parle pas pareil à des enfants de 10 ans qu'à des enfants de 14 ou de 16. En réalité on passe d'enfants qu'on considère plutôt comme des victimes potentielles à qui on explique leurs droits, à des ados qu'on estime plutôt comme des co-acteurs de mauvais comportements, à qui on explique leurs droits, mais aussi leurs devoirs, les règles, les lois, et comment se protéger d'eux et des autres. Donc c'est vrai qu'on leur rappelle énormément effectivement les paramétrages sur les réseaux sociaux qui permettent quand même de contrôler un peu qui va avoir mon profil, et en plus ça s'est énormément affiné au fur et à mesure des années, donc il y a des possibilités de créer des groupes, des sous-groupes quand on publie qui va voir, qui va pas voir, d'avoir même cette capacité à aller voir comment les gens extérieurs vont voir votre profil, comme si vous étiez un étranger avec votre profil. Donc il y a vraiment de plus en plus de façons pour eux de maîtriser leur vie en ligne. Et je sais qu'il y a des choses à faire, mais les réseaux sociaux sont quand même beaucoup concentrés sur ces problématiques de cyberbullying, comme on dit en anglais, parce qu'il y a eu des cas graves, comme vous l'avez vu dans les pays anglo-saxons avant même en France, que ça concerne les mineurs, et que donc c'est un vrai problème qui devient un problème de violence aux personnes, parce que ça touche à l'intégrité physique, un ado qui en arrive à se suicider, et ils prennent ça malgré tout très au sérieux, et c'est vraiment des cas dans les signalements qu'ils peuvent recevoir qui traitent vraiment en priorité. Et puis bien sûr, on essaie aussi de sensibiliser les ados au fait que, parce que c'est quand même le sport numéro 1, c'est publier des photos de soi sur internet et des selfies, qu'on l'envoie quand même dans un média. On est quand même dans un lieu de partage et de communication. Et que donc, est-ce qu'on est bien capable d'assumer cette photo aujourd'hui, demain, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, parce que ça peut revenir comme une grande. Nous, on a des adultes qui nous appellent, qui sont sur leur lieu de travail. Un collègue sympathique allait retrouver une photo
d'une jeune femme qu'elle avait publiée 5 ans plus tôt, quand elle était plus jeune, un peu, voilà, qui la mettait dans une situation assez humiliante, etc. Et qui va lui ressortir ça des années après. Donc c'est vrai que c'est ça aussi qui est très persécutant, c'est cette idée que finalement, ça, à tout moment, c'est une épée de Damoclès que vous avez sur la tête qui peut ressurgir, parce que vous ne savez jamais quand vous avez publié quelque chose en ligne, qui l'a vu, qui l'a partagé, où est-ce que c'est allé, et vous avez beau l'avoir détruit, ben, vous ne savez pas qui l'a récupéré entre-temps. Alors quand on y pense très fort, c'est un peu angoissant, parce qu'effectivement, il faut voir à quel point on ne maîtrise pas. Mais si on veut vraiment être vigilant, il faut avoir bien conscience de ça. C'est-à-dire se dire, bon, on publie, est-ce que je l'assume, et puis est-ce que je suis bien sûre que les 350 amis que j'ai là, est-ce que je suis bien sûre que chacun d'entre eux, je veux bien qu'ils voient cette photo-là, parce qu'on a comme tous un oubli le nombre de gens qu'on a acceptés en amis, et tout d'un coup il va vous répondre, vous dire un truc, et vous dire maman, c'est vrai que j'ai oublié celui-là que j'avais, et donc il a vu aussi cette photo. Ça demande des compétences qu'on n'a pas forcément, mais il faut penser. Il faut penser à ça. Alors effectivement, on leur montre une vidéo de prévention sur le harcèlement qui avait été fait par l'éducation nationale, qui était pas mal. Donc je vais vous la montrer pour le coup, elle est courte. Ah mais vous n'avez pas le son ici. Si vous avez bien entendu. C'est pas méchant, hein, c'était juste pour rigoler. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Ces actes peuvent avoir de sérieuses conséquences. Perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et même conduite suicidaire. Avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons. C'était pas trop mal, celle-là était pas trop mal. Peut-être elle date de 2000, on l'a publiée en 2012. Hein. On avait 3 comme ça et qui mettaient en scène, donc vous avez vu le témoin, et en fait on retrouve dans 3 spots ce garçon qui agit, et en fait le témoin agit de plus en plus. Donc dans celui-là il manifeste, et dans le dernier spot il se lève carrément dans toute la classe, donc maintenant ça suffit, et avec cette fin, vous entendez bien, c'est vraiment typiquement les postures différentes qu'il y a, avec le fait que, comme vous savez, quand on est dans un groupe, hein, ça dilue un peu la responsabilité, donc finalement on participe à un petit truc, ce qu'on a fait soi-même c'est pas très grave, donc finalement voilà, c'est ça aussi qui permet sur en ligne de se dédouaner un peu en disant que ce qu'on a fait individuellement n'est pas si grave que ça, sauf qu'on participe effectivement, en fait j'ai du lynchage à vraiment un phénomène de groupe. Alors, ouais. Effectivement, mais par contre, là c'est un harcèlement classique. Oui, enfin, en fait, je l'ai montré parce qu'il y a le Facebook au départ, enfin, il y a les réseaux sociaux au départ, mais effectivement, il y a les deux. Et je veux dire, par le fait que ce que vous avez dit, c'est la non-division du harcèlement, c'est-à-dire que par contre, ça continue à la maison, exactement, ça continue dans le lit. Voilà, c'est la boucle sur leur réseau. Oui, jusque dans la maison, vous avez raison. Jusque dans le lit. Absolument. Ouais. C'est vrai. Bah, la réalité, c'est ça, parce que comme il est en Amérique. Et ouais, exactement. Au final, c'est ça. Parce qu'en fait, je pense que c'est le côté institutionnel de l'éducation nationale qui ne s'est pas autorisé à aller filmer, peut-être à mettre en scène la vie privée de l'enfant. Surtout que toute la problématique avec l'éducation nationale pendant longtemps pour se préoccuper de ce problème, c'est que pendant très longtemps, les chefs d'établissement et les gens à l'école disaient c'est pas notre problème, c'est du cyber, c'est sur les téléphones portables, c'est les parents qui le font, c'est même des objets privés.
Donc, on n'a rien à s'en préoccuper. Et l'éducation nationale a dû dire deux choses. Un, ça se passe entre élèves. Donc, dès lors, ça se passe entre deux élèves qui sont membres du même établissement scolaire. Ça nous concerne. Et en plus, ça a des répercussions réelles dans le climat et la vie scolaire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux la veille au soir va avoir des conséquences en direct dans la cour de récré, à la cantine, dans les couloirs, dans la classe. Donc, non, vous ne pouvez pas continuer à vous dire, ça ne me concerne pas, et vous devez vous en saisir. Et donc, effectivement, il y a peut-être une volonté de vraiment le mettre dans le cadre scolaire, mais vous avez raison, c'est vrai que la marque supérieure, effectivement, qu'il faudrait faire le pas supérieur, ça serait effectivement de montrer la permanence en fait de la boucle. Et les mettre, bon, je vous ai montré celui-là parce que les cours dessus d'après étaient vraiment très mauvais, mais ils étaient pas si mal, mais je vous ai mal. Je penserai pour nos prochains spots à nous, en l'occurrence. Donc ça c'est le cadre légal sur lequel on s'appuyait pour réprimer, hein, parce qu'on explique à nos ados que ce qu'ils font c'est grave, c'est interdit par la loi, et que voilà, c'est pas... alors comme le cyberharcèlement en tant que tel n'était pas réprimé, on s'appuyait effectivement sur la liberté de la loi, la liberté de la presse, en leur montrant que jurer quelqu'un, diffamer quelqu'un, faire passer une rumeur, menacer de mort, que tu devrais mourir, il n'y a pas marqué la citation de suicide, mais la citation de suicide aussi, c'est réprimé par la loi, de dire que tu devrais te suicider, c'est condamnable, l'usurpation d'identité comme je vous le disais aussi. Donc ça, il faut bien quand même qu'ils aient conscience de ça, que contrairement à ce qui est dit pendant longtemps, Internet c'est pas une zone de non-droit. Alors c'est vrai que Internet ça a explosé en termes d'usage tellement vite qu'on a eu l'impression que c'était une zone de non-droit et qu'effectivement la régulation a été très faible et très lente à se mettre en place, parce que en fait même les gouvernements etc. ont été totalement dépassés par les usages. Et qu'on essaie un peu la co-régulation se faire, on se débrouiller entre eux, on va trouver un usual. Donc finalement on s'est rendu compte que s'il n'y avait pas une contrainte un peu pouvoir politique, il ne se passait pas grand chose. Donc aujourd'hui on en arrive à ça. Mais parce que le problème d'Internet aussi, c'est globalement, hein, ça vient des États-Unis, que donc c'est le régime légal américain qui finalement s'applique au monde entier parce que les conditions générales d'utilisation de ces outils-là sont basées sur le droit américain et que vous soyez utilisateur français, indien, espagnol, c'est le droit américain qui va s'appliquer. Et qu'on a laissé ça complètement se propager. Alors aujourd'hui, finalement, ce qu'on commence à faire pour relocaliser, c'est souvent comme ça qu'on se passe, comme Al Capone qui a été pris pour ça, c'est la fiscalité. Hein. Donc c'est qu'en fait la première point d'entre eux aujourd'hui, c'est qu'on essaye de fiscaliser ces géants américains là où ils sont implantés. Donc typiquement la Google s'est pris une bonne amende parce que ils n'ont pas payé d'impôts en France, donc on essaye de les fiscaliser parce qu'au moment où vous êtes fiscalisé quelque part, donc vous êtes localisé quelque part, et donc le droit local dans lequel vous êtes peut s'appliquer. Et donc c'est aujourd'hui ce qu'on essaye de pouvoir faire pour que finalement le droit d'utilisateur puisse s'appliquer, ou en tout cas venir effectivement avec le droit américain qu'on subit depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, et sachant que le gros point c'est la liberté d'expression, hein, dont la notion n'est pas la même aux États-Unis que chez nous en France, et sur lesquels il y a parfois des contenus qu'on ne comprend pas pourquoi ils restent en ligne, etc. Alors que... Il y a une différence de conception sur la régulation dans le pays anglo-saxon où c'est l'autorégulation de loi, alors que nous essayons, en tout cas en France un petit peu, de faire tiers, en tout cas notre association et les organismes parapublics. Oui, on n'a pas du tout la même approche. Donc c'est pas la même approche. Non, pas du tout. Et la seule solution pour modérer cela, c'est le juridique, c'est le judiciaire. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où une multinationale qui diffuse ces systèmes est attaquée juridiquement sur des bases tangibles, à ce moment-là, ils seront dans l'obligation de réellement effectuer une forme de... Mais effectivement, les décisions de justice aujourd'hui, elles en sont simplement à effectivement rendre compétent. C'est même pas sur le fond du problème lui-même, c'est la décision, c'est est-ce que le tribunal français ou le juge français est compétent. Et on en est là, hein, c'est quand même super récent, il y a des décisions qui sont sorties là-dessus, c'est juste de rendre compétent un juge français, ce qui est déjà en soi été une discussion. Donc effectivement, mais voilà, quand on rend compétent un juge français, le juridique peut s'appliquer. Oui, mais c'est pas du tout la même approche juridique non plus. Et puis encore une fois, la culture américaine, la constitution américaine, la loi américaine n'est absolument pas la même que la nôtre. Et
en fait, on est rentré par la porte de l'Europe au départ. C'est la Commission européenne qui a commencé à pouvoir imposer aux réseaux sociaux. Et typiquement, nous, c'est ce qu'on a eu, parce que c'est parce qu'on était un numéro subventionné par la Commission européenne qu'on a eu des accords avec les réseaux sociaux et qu'on a pu avoir ces fameux points d'entrée chez eux où on peut faire supprimer des contenus très rapidement. Mais on a un contact chez eux, il y a un contact chez nous qui a ce contact-là. Enfin, c'est très voilà. Mais ça a été demandé par l'Europe, qui a demandé aux réseaux sociaux ça parce qu'on a signé une charte avec eux en 2009 sur justement les réseaux sociaux, les mineurs, voilà. Mais c'est parce qu'on avait affaire, il fallait un rapport de force qui soit à peu près équivalent, et finalement un pays à cette époque-là ne pouvait pas. Donc on a commencé par l'Europe, et puis maintenant on commence à pouvoir localiser un peu plus, pour que finalement l'utilisateur ne soit pas complètement dans un rapport totalement inégal. Et puis on se rend bien compte avec les problématiques aujourd'hui qui traversent les réseaux sociaux, que ce soit même tout ce qui est terrorisme et autres, on a besoin effectivement d'avoir une loi applicable en France. Il y avait aussi le problème sur Twitter il y a quelques années du bon juif, un mauvais juif, où effectivement le juge français a demandé à Twitter de donner l'identification des comptes qui avaient publié ces propos antisémites, et au départ Twitter, pendant longtemps, Twitter a refusé de donner les coordonnées, donc ça a été vraiment parce qu'effectivement ils se réfugiaient derrière le droit américain et que je disais, moi je n'ai rien à me donner, moi vous n'avez rien. Donc finalement, au bout d'un certain nombre de mois, Twitter a fini par céder sur ça, alors que la principe pour l'instant reste effectivement de ne pas donner. Alors c'est savoir qu'à l'inverse, ces réseaux sociaux sont aussi des vecteurs de liberté, sont dans des pays qui sont des dictatures, des lieux où finalement les gens peuvent s'exprimer, la communication peut passer, etc. Donc leur argument aussi est de dire pourquoi est-ce qu'on vous donnerait à vous, gouvernement, des données. Vous voyez bien que notre posture de ne pas donner l'identité de certains profils chez vous est aussi un garant de protection dans des pays qui sont les dictatures, de justement conserver effectivement l'anonymat de profils qui ailleurs doivent être préservés en Chine ou je ne sais où parce qu'ils participent à la diffusion de liberté. Donc c'est vrai qu'on marche toujours avec ça, c'est-à-dire que ce sont effectivement aussi des vecteurs de démocratie dans certains pays. Chez nous, c'est pas l'enjeu là aujourd'hui, mais voilà. Donc, ils ont des règles qui leur argument, c'est aussi là-dessus. Donc, il faut trouver. C'est pour ça que le localiser a du sens, parce que effectivement, on peut pas faire pareil en Chine que chez nous, heureusement d'ailleurs, mais du coup, c'est pas non plus de la même façon. Très bien, on a un petit peu de temps pour discuter. Oui, j'ai fini. Et là, donc justement, c'est pour montrer que depuis le 14 août 2014, alors dans la loi égalité hommes-femmes de Majed Vallaud-Belkacem, le cyberharcèlement pour la première fois a été défini comme étant vraiment un délit répréhensible en tant que cyberharcèlement. Alors en fait c'est le harcèlement qu'il est, et quand c'est via les technologies de communication, ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une circonstance aggravante. Donc en fait le fait que le harcèlement soit cyber est considéré comme une circonstance aggravante pour le harcèlement. Et donc il est davantage puni. Alors si vous rajoutez de toute façon tout ce qui arrive à un mineur de moins de 15 ans est aussi en lui-même une circonstance aggravante. Donc quand vous harcelez un mineur de moins de 15 ans sur des modes cyber, c'est une circonstance aggravante. Et les ados oublient souvent qu'ils peuvent être auteurs entre ados effectivement de délits sur un mineur de moins de 15 ans. C'est ce qu'on leur explique même pour des contenus justement sexuels qu'ils peuvent diffuser entre eux. On leur dit, vous avez bien conscience que vous êtes des auteurs d'images pédopornographiques, même si vous n'êtes pas un majeur vous-même, entre mineurs, vous n'allez, voilà, ça reste des noms sur les cyberharcèlements. Même s'ils sont eux-mêmes mineurs de moins de 15 ans, ça s'applique à même. Exactement. C'est pas... Voilà. Oui. Merci beaucoup. Bravo.